Pendant mon enfance, je suis passé à côté des grands classiques de chez Disney que vous avez certainement tous vus. Et allez savoir pourquoi, c'est une fois passé la barre des 30 piges que je me suis dit que ce serait pas mal de les mater. Il y a quelques semaines, j'ai regardé Alice au Pays des Merveilles et ce dessin animé n'a strictement aucun sens, ou peut-être que son sens est caché. Alice au Pays des Merveilles est un roman paru le 4 juillet 1865, écrit par Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Ludwig Dodgson. L'origine de cette histoire est tout à fait sympathique. Le 4 juillet 1862, soit 3 ans avant la parution du livre, Lewis et son ami Robinson Duckworth emmènent 3 filles de 8, 10 et 13 ans faire un petit tour en barque et un pique-nique. Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Ces 3 jeunes filles sont les enfants d'Henry Liddell, un ami de Lewis et doyen du Christ Church College, dans lequel Lewis est professeur de mathématiques. Pour divertir les 3 petites filles pendant qu'ils naviguent sur la rivière, Lewis leur raconte des histoires tout aussi loufoques les unes que les autres, qu'il invente au fur et à mesure de la balade. Une fois terminée, l'une des petites filles, qui se prénomme Alice, lui demande s'il peut écrire ses histoires dans un livre pour qu'elle puisse les relire. Il écrit un manuscrit de 18 000 mots qu'il nomme « Les aventures d'Alice sous terre ». Quelques années plus tard, il décide d'ajouter quelques scènes à son histoire qu'il fait passer à 35 000 mots et 3 ans après l'avoir raconté aux petites filles, le livre sort avec le titre « Les aventures d'Alice au Pays des Merveilles ». Alors, sans même commencer l'histoire, j'ai déjà 2 ou 3 choses à dire. Je pense que Lewis était franc-maçon. Déjà rien que par le choix de son pseudo, c'est flagrant. Dans la franc-maçonnerie opérative anglaise, ils utilisaient un outil qui s'appelait un Lewis. C'est une sorte de pince avec 2 branches amovibles reliées à une chaîne qui servait de point d'attache pour une corde elle-même reliée à une poulie. En français, on appelle cet outil une louve. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'histoire de la franc-maçonnerie, lorsque les francs-maçons ont arrêté de construire des bâtiments, ils ont utilisé leurs outils comme symbole. C'est ce qu'on appelle la franc-maçonnerie spéculative. On retrouve le Lewis sur des planches maçonniques pour apprentis. C'est le symbole de la force, car grâce à lui, les francs-maçons opératifs pouvaient lever des pierres lourdes avec un minimum d'effort. Mais un Lewis, ce n'est pas que ça. Je vais vous lire un extrait du livre de John Brown qui retranscrit la conférence de Preston, une conférence fondatrice de la franc-maçonnerie moderne. Comment appelons-nous le fils d'un franc-maçon? Un Lewis. Qu'est-ce que cela signifie? La force. Comment un Lewis est-il représenté dans une loge de francs-maçons? Comme une pince de métal par laquelle de grands et lourds poids sont élevés à une certaine hauteur et fixés sur leur base. Sans ça, les maçons opératifs ne pourraient pas le faire si aisément. Quel est le devoir d'un Lewis, le fils d'un maçon, envers ses parents âgés? Supporter le lourd fardeau dans la chaleur du jour et les aider en cas de besoin pour rendre la fin de leur jour heureuse et confortable. Quel privilège en tire-t-il? Être fait maçon avant toute autre personne, quelle que soit sa dignité de naissance, de rang ou de richesse, à moins qu'il ne renonce par complaisance à ce privilège. En choisissant le pseudo Lewis, je pense que c'est pour signifier qu'il est fils de franc-maçon et franc-maçon lui-même. Le jour où il raconta son histoire aux 3 petites filles, il était en bateau sur une petite rivière qui fait partie de la Tamise et qui se situe en amont d'Oxford. Vous savez comment s'appelle cette partie de la rivière? Isis, comme la déesse égyptienne. Isis était la sœur et la femme d'Osiris et c'est elle qui lui a redonné vie lorsqu'il s'est fait découper en 14 morceaux par son frère Seth. La destination qui était prévue pour faire un petit pique-nique était un village du nom de Godstow. God veut dire Dieu et Stow est un synonyme de place qui veut dire endroit ou place. Le nom du village pourrait être traduit par la place de Dieu. Donc, Charles Ludwig Dodgson utilise le pseudonyme Lewis qui signifie fils de franc-maçon. Quand il a inventé l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, il naviguait sur une rivière qui s'appelait Isis et il se rendait dans un village qui s'appelle la Place de Dieu.
Le roman n'a pas encore démarré que ça part déjà sur une petite initiation maçonnique. J'en profite pour faire une petite précision. Je vois souvent des commentaires qui disent que je fais l'apologie de la franc-maçonnerie et que je ne devrais pas parce que ce sont des gens mal intentionnés qui dirigent le monde. Alors ce n'est pas forcément faux, mais personnellement je ne m'intéresse qu'à la quête spirituelle de la franc-maçonnerie, ses codes, ses symboles, etc. Je ne suis pas là pour dénoncer leurs agissements, ce n'est pas du tout le but de ma chaîne, mais je sais ce qu'il en est. Ceci étant précisé, on attaque. Le pape était accoutumé à... Dans un parc bucolique, la maman d'Alice lui fait une leçon d'histoire avec un livre qui n'a ni texte ni image. C'est pas courant. Je t'écoute. Quelque temps après, l'archevêque de Canterbury accepta de rencontrer Guillaume. Alors c'est marrant parce que la ville de Canterbury, j'en parle dans ma vidéo sur l'histoire de la franc-maçonnerie. C'est dans cette ville que le pape Boniface IV s'est rendu en l'an 614 et il était tellement émerveillé par les constructions des francs-maçons qu'il a décidé de les affranchir de toutes les charges locales et de leur permettre de voyager gratuitement en ne leur faisant pas payer différentes taxes liées au voyage. Je ne sais pas si c'est pour ça que Lewis mentionne la ville de Canterbury, mais je trouve la coïncidence intéressante. On continue. Ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et une montre. Oh, fermez, moustache. Je suis en retard. Alice voit un lapin blanc avec une veste et une montre à gousset qui n'arrête pas de dire qu'il est en retard. Le lapin blanc est utilisé comme symbole partout sur la planète, de la Chine aux Indiens d'Amérique en passant par l'Égypte. Il a tout un tas de significations différentes, mais il y a un sens commun à toutes les civilisations, et c'est celui-là qui nous intéresse. Le lapin ou le lièvre est un animal crépusculaire, c'est-à-dire qu'il dort principalement la journée et s'active la nuit. Les anciennes civilisations créaient des symboles en observant la nature et en voyant tous les matins des lapins ou des lièvres, ils en ont fait un animal lunaire qui symbolise l'aube, c'est-à-dire le passage de l'obscurité à la lumière. C'est ce sens qui est utilisé aujourd'hui en Occident, le passage de l'obscurité à la lumière. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans Matrix. Neo doit suivre le lapin blanc pour trouver Trinity et sortir de la matrice. Il passe du mensonge à la réalité, de l'obscurité à la lumière. Oh mon Dieu! Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Alice suit le lapin dans un terrier et finit par tomber dans un trou. S'ennuie. Ici, il est question d'une phrase à l'origine alchimique, mais qui est également utilisée en franc-maçonnerie et que l'on abrège par le mot vitriol. Visita interiora terrae, rectificandoc invenis occultum lapidem. Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Ce principe est renforcé par la phrase que prononce Alice en tombant. Oh là là! Je ne dois plus être très loin du centre de la Terre. Oh! Je vais sortir j'en marche la tête en bas et les pieds en l'air. Évidemment, c'est une phrase métaphorique, n'essayez pas d'aller au centre de la Terre, vous risquerez de vous brûler. Il s'agit d'introspection, c'est à l'intérieur de vous-même qu'il faut plonger. Très curieux. Alice arrive ensuite devant une porte trop petite pour elle. En franc-maçonnerie, on appelle ça la porte basse et c'est un symbole très riche. Le profane doit se baisser et se courber pour entrer dans la loge. C'est un signe d'humilité, mais elle évoque également l'égalité. Cette porte agit comme un maître étalon. Tous les maçons doivent passer par là, elle met tout le monde au même niveau. La porte symbolise aussi un point de contact entre deux mondes et un changement d'état. Il y a un état avant et après la porte. Lisez les directives et vous saurez directement comment vous diriger dans la bonne direction. Buvez-moi. Sur les conseils de cette porte, elle boit une potion qui la fait rapetisser et mange un gâteau qui la fait grandir. Mais Dieu seul sait ce que ça va donner. C'est la métaphore d'un concept qu'on trouve en franc-maçonnerie et qui est résumé de cette façon. Ce qui est abaissé sera élevé, ce qui est élevé sera abaissé. C'est une phrase qui est faite pour les apprentis maçons et l'objectif est d'abaisser certaines choses comme l'ego pour laisser grandir d'autres choses comme l'empathie. Il est intéressant de noter que pour passer cette porte, Alice n'a pas eu besoin de récupérer la clé qu'elle avait oubliée sur la table. Par contre, elle est passée par l'eau.
Je vous explique. Dans un rituel d'initiation maçonnique, avant de passer par la porte basse, le profane qui veut devenir adepte doit s'isoler pendant quelques heures dans une chambre de réflexion. C'est une petite pièce qui est séparée du temple maçonnique et qui invite le profane à faire deux choses: méditer et écrire son testament philosophique. La pièce contient des phrases et des symboles qui sont présents soit physiquement, soit dessinés sur les murs, soit sous forme d'affiches. Et parmi ces symboles, on trouve l'eau qui signifie la purification et la régénération. Donc d'abord il y a l'eau et ensuite il y a la porte basse. On continue. C'est logique. Une fois de retour sur la terre ferme, Alice rencontre deux personnages, Tweedledee et Tweedledum, qui incarnent le principe de polarité. Dans la culture populaire, les noms Tweedledee et Tweedledum sont synonymes de deux personnes qui ont une apparence et des agissements identiques. En français, on pourrait traduire ça par bonnet blanc et blanc bonnet. Dans la philosophie hermétique dont s'inspire la franc-maçonnerie, il y a 7 principes universels, dont celui de la polarité que voici. Tout est double, toute chose possède des pôles. Tout a deux extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités, tous les paradoxes peuvent être conciliés. Ça fait un peu pompeux comme ça, mais ça signifie simplement que tout ce qui existe possède un opposé et que rien ne peut exister sans son opposé. Vous savez définir le froid parce que vous connaissez le chaud et inversement. En revanche, si le froid n'existe pas, eh ben le chaud non plus. Le chaud et le froid sont un seul et même concept, la température, mais à des degrés différents. Ce principe de polarité est représenté par le soleil et la lune dans quasiment toutes les disciplines ésotériques, y compris dans la franc-maçonnerie. D'ailleurs, on le trouve sur les murs de la plupart des temples. Lorsque les deux personnages commencent à raconter l'histoire des huîtres, ils se transforment en soleil et en lune, et l'écran se divise en jour et en nuit. On retrouve beaucoup d'images similaires dans la tradition ésotérique occidentale. Le charpentier et Monsieur Morse erraient dans les parages. L'histoire que racontent les deux personnages est assez curieuse. Bon, cela dit pas plus que le reste. C'est l'histoire d'un phoque et d'un charpentier qui viennent déguster des huîtres, mais le phoque mange tout comme un gros crevard. Ensuite, le charpentier perd son sang-froid et course le phoque pour lui casser les genoux. Ça a des genoux un phoque ? Ici, il est question de la maîtrise de soi et de deux outils indissociables, le marteau et le ciseau. Le marteau est actif car c'est avec lui qu'on donne les coups et le ciseau est passif car tout seul, il n'a pas d'utilité. Malgré sa passivité, il est essentiel car il se situe entre le marteau et la pierre, il est donc vecteur de la réalisation. Ces deux outils symbolisent la maîtrise de soi car un coup de marteau trop puissant enlèverait trop de matière et il n'est pas possible de revenir en arrière, et à l'opposé, un manque de puissance dans le marteau rendrait le ciseau inefficace. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que le charpentier a un marteau accroché à la ceinture, mais il n'a pas de ciseau. Résultat, il perd la maîtrise de lui-même pour une vulgaire histoire d'huître. Bref, ce passage nous parle de la maîtrise de soi. Que le diable n'emporte. Où a-t-il pu les mettre? Marianne! Monsieur Lapin, hé! Marianne! Alice retrouve le lapin blanc qui, je le rappelle, symbolise le passage de l'obscurité à la lumière, mais elle n'a pas retenu la leçon du début de son initiation et mange de nouveau un gâteau sans en maîtriser les effets. Résultat, elle grandit soudainement au point d'être à l'étroit dans la maison et la suite est un tout petit peu délicate. Ce qu'il nous faudrait, c'est... un lézard avec une échelle. Ils ont absolument besoin d'un lézard, et si c'est un peu délicat, c'est parce que je ne sais pas vraiment à quel rite maçonnique Lewis Carroll fait allusion. En franc-maçonnerie, il existe beaucoup de rites différents. Par exemple, on trouve le rite écossais, qui est l'un des plus pratiqués, le rite suédois, pratiqué principalement dans les pays nordiques, le rite français, le rite opératif de Salomon, et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il existe plusieurs rites égyptiens. Ils s'inspirent tous de la sagesse de l'ancienne Égypte, et dans ce contexte-là, le lézard est symbole de la bienveillance. Le lézard ne fait que profiter de la chaleur accumulée dans les pierres de la maison, et en plus il gobe les petits insectes qui s'approchent de lui,
Du coup, les Égyptiens en ont fait un animal protecteur et familier, symbole de bienveillance. Si Lewis Carroll faisait partie d'un rite égyptien, cette scène signifie qu'en cours d'initiation, vous pouvez reproduire les mêmes erreurs, ce n'est pas très grave, mais vous devez être bienveillant envers vous-même. Nos pensées sont quelquefois très profondes. Il est bon d'entendre nos avis. Alice arrive ensuite dans un magnifique jardin avec des fleurs toutes plus belles les unes que les autres. Je suis une quoi? Une mauvaise herbe des champs, du chien-dent. Ah mais non, c'est faux! Dans les traditions ésotériques, chaque variété de fleurs a une signification particulière, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Alice est rejetée et se fait même traiter de chien-dent. Et le chien-dent, à l'image de la plante, symbolise le retour continuel des mêmes obstacles et des mêmes soucis. Pendant votre quête, vous serez régulièrement confronté aux mêmes problèmes tant que vous n'avez pas réglé quelque chose en amont. J'aurais beaucoup de difficultés à vous expliquer qui je suis parce que je ne suis plus moi-même, vous saisissez? À ce stade de son initiation, Alice a perdu un peu d'elle-même et elle confie à la chenille qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est. Oh mon Dieu, c'est difficile de voir clair, tout est embrouillé. Laisse tant que ça. C'est une étape commune à beaucoup de traditions initiatiques et vous devrez plonger profondément à l'intérieur de vous pour découvrir qui vous êtes réellement. Dans les premiers moments de cette introspection, vous ne saurez plus quoi penser, mais après un certain temps, vous vous connaîtrez évidemment beaucoup mieux. C'est à ce moment-là qu'arrive quelque chose de très intéressant, la confrontation entre ce que vous savez de vous-même et votre image dans le regard des autres. Pour Alice, voilà comment c'est raconté. Un serpent! Au secours! Au secours! Un serpent! Un serpent! Oh, je vous en prie! Allez-vous-en! Allez-vous-en! Serpent! Serpent! Mais je ne suis pas un serpent! Ah oui? Et alors? Qu'est-ce que vous êtes? Je suis une petite fille. Petite? Oh, petite! Mais si, je suis... Enfin, j'étais une petite fille. Et vous allez prétendre que vous ne mangez jamais d'œufs, hein? Oh si, je les adore. Mais j'en étais sûre. Serpent! Serpent! Je vous en prie, cessez de crier. L'oiseau pense qu'Alice est un serpent, alors qu'évidemment, elle est convaincue d'être une petite fille et pas un serpent. Mais quand l'oiseau lui demande si elle mange des œufs, Alice répond oui, et aux yeux de l'oiseau, cela fait d'elle un serpent. Ici, c'est un enseignement intéressant qui nous est livré, et plus profond qu'il n'y paraît. Personnellement, je passe pas mal de temps à faire mon introspection, et je pense plutôt bien me connaître. Il y a encore quelques zones d'ombre et des choses que je n'assume pas, mais globalement, je pense bien me connaître. De temps en temps, on me livre un regard extérieur sur ma personnalité, que ce soit des proches ou des gens que je connais peu, et bien régulièrement, ce qu'on me livre est en désaccord total avec ce que je pense être. Au début, j'essayais de me justifier et d'argumenter pour démontrer que je me connaissais mieux que les autres ne me connaissaient, mais j'ai très rapidement compris qu'il ne fallait pas chercher à avoir de l'emprise sur ce sujet. Imaginez 2 secondes qu'Alice et l'oiseau tentent d'avoir un débat. Du fait qu'Alice mange des œufs, elle sera toujours considérée comme un serpent par l'oiseau. Pourtant, Alice est profondément convaincue qu'elle est une petite fille et non pas un serpent. La discussion n'aurait évidemment aucune issue, il y aura toujours un décalage entre ce que vous pensez être et ce que les autres perçoivent de vous. Je pense que l'idéal est d'écouter les autres et de comprendre ce qui les amène à penser ça, mais surtout ne pas prendre les choses personnellement. Le but étant de devenir la meilleure version de soi-même, le regard des autres doit vous aider à y arriver. Où en étais-je? Je me demande quel chemin je dois prendre. Toujours dans sa quête, Alice se demande quel chemin elle doit prendre. Rien de plus normal que d'être perdue et se demander où on doit aller. Tout à fait charmant. Maintenant, ma chère, vous nous disiez que vous vouliez savoir, pardonnez-moi, qu'il vous serait agréable d'avoir je ne sais quel renseignement. Alice se retrouve ensuite autour d'une table pour une scène complètement absurde avec le chapelier fou. En même temps, à ce moment-là du dessin animé, plus rien peut me surprendre. Dans cette scène, l'élément central à retenir, c'est le temps. Le temps! Le temps!
Qu'est-ce que le temps? Dans toutes les traditions initiatiques, il n'est jamais question de temporalité, car la vitesse à laquelle vous progressez sur votre chemin vous est propre. À aucun moment vous ne devrez vous fixer des objectifs de temps du genre dans un an il faut que j'ai réglé tel ou tel problème. Le point d'arrivée est le même pour tout le monde, mais le point de départ vous est propre, ce qui fait de votre quête une quête unique avec sa propre temporalité. Sur un chemin initiatique, le temps n'existe pas, et dans Alice au Pays des Merveilles, c'est signifié par la montre que le chapelier défonce complètement. Forêt de Tolgay. C'est drôle. Ça ne me rappelle rien. On arrive à un symbole très important et très répandu dans les traditions ésotériques, le miroir. Il représente la connaissance de soi, il nous met face à nous-mêmes. Oh non, ce n'est pas drôle. J'ai des yeux excellents, merci. On le trouve dans Blanche-Neige qui parle plutôt d'alchimie, mais en franc-maçonnerie son utilisation est très précise. Pendant la cérémonie d'initiation, le vénérable maître invite le profane à regarder dans l'assemblée pour y trouver d'éventuels ennemis. Ensuite, il l'invite à se retourner car un miroir se trouve derrière lui. À ce moment-là, le vénérable maître lui dit « Ce n'est pas toujours devant soi qu'on rencontre des ennemis, les plus à craindre se trouvent souvent derrière soi. » Le message de cette scène, c'est que vos pires ennemis sont en vous-même. Alice tombe ensuite sur un labyrinthe. Tout comme le miroir, le labyrinthe est très utilisé dans le symbolisme des quêtes initiatiques et il représente le voyage que vous devrez accomplir à travers les épreuves et les difficultés de votre propre existence. Peignons les roses en rouge et pleurons du fond du cœur. Pour finir, Alice arrive dans un royaume tout à fait curieux où elle voit des cartes en train de peindre des roses blanches en rouge et dans lequel il y a une reine qui veut couper la tête de tout le monde. Qu'on leur coupe la tête! Alors moi j'y vois la symbolique d'une initiation, donc ça va hein, mais franchement montrer ça à un gamin qui va tout prendre au premier degré, c'est pas terrible. La décapitation symbolique dans une quête initiatique est très importante car elle marque la fin d'un cycle et donc un renouveau. La tête est le siège de votre pensée, elle y contient vos habitudes, vos préjugés, vos peurs, bref, elle contient tout ce qui fait obstacle à votre progression. La décapitation symbolise l'extinction de toutes ces choses qui vous freinent dans votre tête. Ça vous invite à penser différemment, non plus de manière matérielle, mais de manière spirituelle. Elle s'enfuit! Arrêtez cette insolence! Coupez-lui la tête! Pour finir le dessin animé, on voit Alice qui tente de fuir la reine et qui s'observe elle-même à travers la porte du début. Toute cette histoire se passait à l'intérieur d'elle, car toutes les quêtes initiatiques sont principalement constituées d'introspection. Bon, c'était un petit peu dense en informations, alors on va se faire un petit résumé pour clarifier tout ça. Juste avant le début de votre quête initiatique, il va y avoir un élément déclencheur qui va vous conduire de l'obscurité à la lumière. Ça peut être la rencontre d'une personne, un déclic intérieur, un événement fort, bref, quelque chose qui va vous mettre sur votre chemin, et ici c'est symbolisé par le lapin blanc. Le début de votre quête commence par le vitriol qui signifie en français « visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée ». Dans le dessin animé, c'est imagé par Alice qui tombe dans le terrier. Il s'agit évidemment d'une métaphore qui vous invite à plonger en vous-même, c'est-à-dire à faire votre introspection. Il va falloir de l'humilité, symbolisée ici par la porte basse, qui vous invite à vous courber et surtout qui met tout le monde au même niveau. Ensuite, les différents changements de taille d'Alice vous indiquent que certaines choses devront être abaissées pour laisser la place à d'autres de grandir. Par exemple, il faut abaisser l'ego et les émotions pour laisser de la place à l'empathie et à l'amour. Il faudra également se purifier et se régénérer. C'est symbolisé par l'eau et en franc-maçonnerie on appelle ça l'épreuve ou le voyage de l'eau. Comme il s'agit d'un symbole, la purification est immatérielle. C'est dans la tête que ça se passe, pas la peine d'aller prendre une douche. Ensuite arrive l'enseignement de la polarité symbolisé par Tweedledee et Tweedledum.
C'est un principe universel qu'il est important de comprendre, peu importe la tradition dans laquelle vous vous trouvez. En franc-maçonnerie, on retrouve ce principe exprimé de plusieurs manières, mais la plus courante, c'est le soleil et la lune. Il faudra également travailler sur la maîtrise de soi. Dans le dessin animé, c'est représenté par le charpentier qui perd son sang-froid quand il apprend que l'otarie a mangé toutes ses huîtres et Camoulox. La maîtrise de soi en franc-maçonnerie est symbolisée par le marteau et le ciseau, qui sont deux outils indissociables. Le charpentier n'ayant que le marteau, il perd la maîtrise de lui-même. Ensuite, vous allez reproduire les mêmes erreurs qu'au début de votre quête. Ce n'est pas forcément un problème. Par contre, vous aurez besoin de bienveillance envers vous-même. Rien ne sert de vous juger. Dans le dessin animé, c'est Alice qui mange une nouvelle fois un gâteau alors qu'elle n'en maîtrise pas les effets. Mais comme dit le dodo, nous avons besoin d'un lézard, symbole de la bienveillance. Les mêmes obstacles reviendront sur votre chemin, c'est normal. Tant que vous ne les avez pas réglés en amont, ils reviendront toujours. C'est imagé avec Alice au milieu des fleurs qui se fait traiter de chien-dent, une plante qui revient sans cesse et dont il faut toujours s'occuper. Pour ceux qui se posent la question, dans la version originale, elle se fait traiter de weeds, ça signifie mauvaise herbe, la symbolique est la même. Vous allez ensuite douter de vous-même, c'est la scène dans laquelle Alice dit à la chenille qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est. Vous allez devoir vous confronter à votre propre image dans le regard des autres. C'est le moment où Alice est prise pour un serpent par l'oiseau parce qu'elle mange des œufs alors qu'elle est convaincue d'être une petite fille. C'est à ce moment-là que vous allez douter du chemin sur lequel vous vous trouvez. Après une longue introspection, c'est difficile de voir une image de soi dans le regard des autres qui est différente que l'image que l'on a de nous-mêmes. On pense bien se connaître et voir une image de nous différente dans le regard des autres, ça fait vraiment douter et je sais de quoi je parle. C'est une séquence assez courte dans laquelle Alice se demande quel chemin elle doit prendre. Une fois que le doute s'estompera, vous commencerez à prendre conscience de la temporalité de votre quête. Une quête initiatique ne se fait pas en 1 an, en 15 ans ou même en 40 ans, elle dure le temps nécessaire. C'est la scène dans laquelle le chapelier fou et le lapin se demandent qu'est-ce que le temps et qu'ils détruisent littéralement une montre. Une fois que les doutes sont effacés et que la notion de temps est bien assimilée, vous pouvez vous lancer dans la véritable compréhension de vous-même, c'est la scène avec le miroir. Vous allez faire un long voyage au sein de votre propre existence et dans le dessin animé, c'est figuré par le labyrinthe. La toute dernière étape, c'est la décapitation tant demandée par la reine. Symboliquement, ça veut dire que vous allez perdre tous les blocages qui viennent du mental pour pouvoir penser de façon spirituelle et non matérielle. Voilà les grandes étapes d'une quête initiatique telle qu'elle est pratiquée au sein de la franc-maçonnerie. Ce sont des repères qui servent à garder le cap sur votre chemin. Comme c'est une quête personnelle dans laquelle vous devez apprendre par vous-même, j'ai volontairement laissé des symboles de côté pour ceux qui auraient envie de creuser un peu plus. Jésus-Christ est Seigneur, oh, examinez toutes choses à la lumière de la parole de